Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Moselle Info. Voici les titres de ce mercredi 14 juin. Le bonheur est-il affaire de raison? Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Quelques 500 000 lycéens ce matin ont planché dès 8 heures sur l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Nous avons recueilli leurs premières réactions en Moselle. Le camping, c'est toujours tendance. L'arrivée des touristes étrangers marque l'ouverture de la saison. Nous verrons si leurs habitudes sont toujours les mêmes d'année en année. Enfin, nous avons visité la centrale biomasse de Romba, en fonctionnement maintenant depuis 2 ans. Nous vous expliquerons en quoi ce système est plus écolo, mais aussi plus économique. La météo, le temps sera majoritairement ensoleillé. Demain, malgré quelques nuages l'après-midi, les températures iront de 9 degrés le matin et monteront jusqu'à 28 au meilleur de la journée. Et puis, pas un mais 2 invités, vous le voyez ce soir, Mathieu Fauré et Patrick Amand, co-directeurs d'Omega, entreprise de production et de distribution d'énergie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Nous allons évoquer ensemble vos ambitions par rapport à la future installation de panneaux photovoltaïques, notamment à Romba, mais pas que. Mais avant, on développe les titres du jour. Et ce mercredi 14 juin marque la fin des épreuves écrites du baccalauréat avec la philosophie. Les 10 934 candidats mosellans ont planché sur les différents sujets tout en connaissant à l'avance leurs anciennes notes. Entre suffisance et points bonus, nous sommes allés au lycée Louis-Vincent de Metz afin d'en savoir plus sur la tendance. Un reportage signé Aymeric Guillaume. 7h30 ce matin. Les étudiants du lycée Louis-Vincent de Metz se présentent au compte-gouttes dans l'établissement pour cette nouvelle étape du baccalauréat 2023. Longtemps une épreuve d'ouverture, la philosophie ne possède plus le même statut depuis la dernière réforme du bac. Aujourd'hui, c'est l'épreuve qui est pratiquement l'écrit qui clôture le baccalauréat. Mais cette épreuve de philosophie, elle est toujours aussi symbolique pour les élèves. La motivation des élèves, elle est aussi un peu dans ce type d'examen, un combat contre soi et pour donner le meilleur de soi-même. Dans cet établissement, on ne veut pas voir les élèves se laisser aller malgré le faible coefficient, notamment celles et ceux qui n'ont pas encore validé leur diplôme. Oui, on a fait une étude avec les résultats du contrôle continu, les résultats des épreuves de spécialité de mars, et puis on regarde tous ceux qui, avec les coefficients, ont des chances ou pas d'avoir leur bac. Et on essaye de leur apporter quelque chose en plus, particulièrement dans la motivation, en leur disant que ça vaut le coup de se motiver à travailler pour gagner une année. Après avoir mobilisé le corps enseignant, responsable de la surveillance et de la bonne tenue de l'épreuve, l'heure est d'accueillir les bacheliers et d'ouvrir les sujets, gardés bien secrets jusque-là. C'est parti ensuite pour 4 heures d'épreuve, sauf pour les plus rapides qui ont quitté les lieux après une petite heure. Non, j'ai mis un peu de côté parce que avec les calculs, maintenant on peut savoir si on a déjà le bac. Donc je sais que j'ai déjà mon bac même si j'avais 0 en philo. Donc j'ai fait le minimum, on va dire. Déjà vu qu'on est en série technologique, la philo elle n'avait pas un très gros coefficient, donc elle ne changeait pas grand chose à notre note de bac. Et oui, effectivement, ça a joué beaucoup dans mes révisions. Après les sujets écrits, place à l'ultime épreuve du baccalauréat avec le grand oral. Ensuite, ce sera enfin l'heure des vacances. Eux ont encore quelques années d'apprentissage avant de passer le bac. Pour autant, ils sont déjà très à l'aise à l'oral. Pour la 6e année consécutive, l'Académie de Nancy-Metz organisait son concours d'éloquence à destination des élèves de 4e des collèges situés en réseau d'éducation prioritaire. 40 classes étaient engagées dans l'aventure pour cette édition. Le thème, fil rouge, pour les 4 épreuves composant le concours était le rire. Et donc les résultats sont tombés ce 13 juin. En Moselle, les établissements récompensés sont, roulement de tambour, le collège Rabelais de Metz, le collège Interstellaire de Styrin-Vindel, le collège Pierre Adété de Forbach et enfin le collège François Rabelais de l'Hôpital. Félicitations à eux et aux élèves. Avec le retour des beaux jours, le camping bat son plein. L'arrivée des campeurs étrangers marque d'ailleurs le début de la saison. Entre calme, nature et animation, quelles sont les nouvelles habitudes des vacanciers? À Burtoncourt, en Moselle, le camping La Croix du Bois-Sacquer nous a ouvert ses portes. Reportage Léa Riffaut.
Le cadre bucolique et l'esprit convivial du camping séduisent chaque année des millions de vacanciers à travers l'Europe. Depuis la fin de la crise sanitaire, ils sont nombreux à vouloir profiter d'un environnement champêtre et authentique. Fabienne Suarez, gérante d'un établissement, a remarqué un intérêt particulier pour ce type d'hébergement, avec toutefois des changements de comportement au moment de la réservation. Avant, on pouvait faire des prévisions, dire tiens, bon, c'est bon, on pouvait déjà un peu voir la tendance. Maintenant, malheureusement, c'est qu'en fin de saison qu'on sait, qu'on fait le bilan et qu'on dit bah ouais, c'était une bonne saison ou alors bah non. Des changements d'habitude qui s'expliquent notamment par les conditions météorologiques plus ou moins favorables selon les destinations. Comme il fait très beau cette année, on est resté au nord puisqu'il fait meilleur qu'au sud. C'est ça qui fait la différence. Si on va au sud et qu'on a des orages, autant de rester au nord avec de beaux soleils. En Moselle, la situation géographique et le climat tempéré favorisent le retour des campeurs étrangers et surtout de nos voisins, amoureux du calme, de la nature et des balades à vélo ou des randonnées. Cette année, nous avons eu le retour des Anglais. Très contente parce que l'humour anglais me manquait. Donc je suis très contente que les Anglais soient de retour. Nous avons une majorité de Hollandais et pas mal d'Allemands. Des touristes étrangers qui n'optent pas pour les mêmes raisons de camper que les Français, qui eux favorisent un certain confort à travers un logement en mobil-home. Ils ne veulent pas trop s'ennuyer en montant la toile de tente, alors que le Hollandais, ça ne le dérange pas du tout. Mais ce qui fait le charme du camping, c'est bel et bien sa proximité à la nature et le calme qui l'accompagne. Souvent un critère primordial dans un quotidien effréné. J'ai l'habitude d'habiter en ville et là au moins on est tranquille, il n'y a pas trop de bruit, on est un peu seul au monde. Et nul besoin d'aller bien loin pour un dépaysement des plus total et une coupure le temps de quelques jours. Et en parlant de tourisme, la Moselle donne-t-elle envie de venir la visiter, la découvrir ? Pour nous, Mosellans, il n'y a pas débat, forcément, la réponse est oui. Mais qu'en est-il des habitants d'autres départements français ? Pour les attirer justement sur notre territoire, depuis le 9 juin, la campagne de Destination Moselle a commencé sur France Télévisions. Vous pouvez apercevoir 3 spots avant et après la météo du week-end. La cathédrale de Metz, les parcs animaliers, le château de Malbrouck ou encore le rocher de Dabo. La Moselle s'offre une vraie vitrine. Et puisqu'on parle de campagne de communication, au mois de juillet, une bâche géante de 90 mètres devrait être érigée gare de l'Est à Paris en collaboration avec Amnéville et le Zoo. Sans transition, le président de la communauté de communes Rive de Moselle, Julien Fréburger, a visité le chantier de la future structure multi-accueil de 0 à 3 ans. Ce projet de crèche d'un investissement de 2,6 millions d'euros a débuté en janvier 2022. Les travaux devraient se finaliser d'ici la rentrée en septembre. Le bâtiment de près de 1000 m² pourra accueillir jusqu'à 60 enfants en tout. Et on passe maintenant à notre rubrique environnement. À Romba, depuis novembre 2021, la plupart des bâtiments municipaux sont chauffés grâce à un chauffage urbain alimenté par une chaudière biomasse installée sur la commune. C'est à la fois plus écologique que du chauffage au gaz, mais aussi plus économique. Mais comment fonctionne-t-il concrètement ? Réponse avec Colline l'expert. Alors là, c'est la chaudière, c'est le cœur. C'est là où on va créer la chaleur. Et après la chaleur, on va la transmettre par l'intermédiaire de cet échangeur qui se trouve un petit peu plus haut. Là, on a l'eau qui va passer à l'intérieur, plus la chaleur créée par la chaudière, et c'est ce qui va nous chauffer l'eau de notre réseau. Dans cette chaudière, le foyer chauffe à plus de 780 degrés. Ce qui brûle à l'intérieur ? 3500 tonnes de plaquettes de bois par an, venues des forêts de Romba ou de la scierie de Briey. Cette biomasse est donc 100% locale et renouvelable. Avant d'alimenter les bâtiments municipaux, la chaleur créée dans le foyer remonte dans cet échangeur. La chaleur va se diffuser au réseau d'eau qui est aussi dans cet échangeur. Donc cette eau va partir dans le réseau, on va alimenter les différents clients, elle va revenir bien sûr un petit peu plus froide et après elle repasse dans la chaudière, elle est réchauffée et c'est un circuit continu en circuit fermé. Dans cette centrale biomasse, tout est automatisé, y compris le filtrage des fumées. On va passer à l'intérieur de ces filtres électrostatiques qui, eux, vont récupérer toutes les poussières de fumée. Dans nos cheminées, on va sortir, on voit la fumée suivant les conditions météo, mais on n'a pas de poussière. On n'a pas de particules fines qui sortent de nos cheminées. Ce mode de chauffage est d'ailleurs considéré comme neutre en carbone. Mais cette solution écologique est surtout économique pour Romba, qui s'est relié au réseau en 2021
au moment de l'explosion des prix du gaz. On a pu faire baisser notre facture énergétique au niveau gaz de 800 900 000 euros, on va dire entre 800 et 1 million. Tous les bâtiments administratifs, gymnases, bâtiments administratifs et écoles sont chauffés par un système de biomasse avec des plaquettes forestières. La ville de Romba compte bien faire feu de tout bois en reliant les 2 derniers bâtiments administratifs chauffés au gaz à une future mini-chaufferie biomasse au cours de l'année. La création de cette centrale a coûté environ 7 millions d'euros, financée en partie par une aide de l'ADEME à hauteur de 3 millions. Et on retrouve maintenant nos invités. Mathieu Fauré et Patrick Amand, co-directeurs d'Omega, entreprise de production et de distribution d'énergie, sont toujours avec nous. Alors pour commencer, pour poser les bases, Omega, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors Omega, à la base, ce sont 2 régies d'électricité. Ce sont des ELD, des entreprises locales de distribution. Nous sommes les petits frères de l'UM, par exemple. C'est également une ELD. Et en 2018, nous avons souhaité nous rapprocher pour nous renforcer, pour mutualiser nos moyens humains, matériels, nos compétences, pour pouvoir faire face aux enjeux d'un territoire qui est aujourd'hui celui des ports de l'Orne, des friches industrielles qui se développent à vitesse grand V. Donc 2 régies sur Amnéville et Romba. Tout à fait, historiquement, donc 2 régies. Et ce groupe Omega s'est développé par la suite avec la régie de Pierrevilliers qui nous a rejoints et l'année dernière la régie de Montois-la-Montagne. Et donc on est au cœur de la communauté de communes du Péri-Moselle avec, comme le disait Patrick, les ports de l'Orne, mais également la cité thermale d'Amnéville, qui est de grands terrains de jeu pour notre entreprise publique qui appartient aux collectivités. Pourquoi finalement mutualiser donc ces forces ? Bien, tout simplement parce que nous avons, disons, en 2018, créé un réseau de chaleur à Amnéville. Celui-ci a fait des émules par rapport à la commune de Romba. Et Romba, pour le coup, crée du photovoltaïque et un peu avant nous sur Amnéville. Donc voilà, c'est une émulation et puis c'est surtout un entraînement vers le haut. 12 600, je me tourne vers vous Mathieu Fauré, c'est en mètres carrés la surface de panneaux solaires que vous voulez installer sur la commune de Romba d'ici la fin d'année. Un projet d'envergure qui coûte combien et où vont être installés ces panneaux ? Alors, nous avions déjà 3000 m² de panneaux qui avaient été posés dès 2019. Et on a récemment rajouté 2500 m² de panneaux et on va rajouter ces 6000 m² de panneaux supplémentaires au Fond Saint-Martin pour un coût d'1,5 million d'euros dans un projet novateur d'autoconsommation collective étendue qui a été permis par une directive européenne. Donc ça fait plus de panneaux solaires de mètres carrés que d'habitants. Oui, tout presque. À fait. Avec la nouvelle logistique qui va rajouter 2100 m², nous aurons bientôt à Romba d'ici la fin de l'année plus de panneaux que d'habitants en mètres carrés. Vous avez aujourd'hui équipé à peu près tous les bâtiments communaux compatibles. Comment développer encore cette filière, justement, s'étendre ? Eh ben, aujourd'hui, on a fait les bâtiments municipaux, comme vous le dites, mais également donc cette ombrière, les parkings, en avance de la loi de transition et d'accélération des ENR votée par le gouvernement au mois de mars. Et donc aujourd'hui, on se tourne vers les entreprises privées du territoire qui disposent de toitures pour pouvoir étendre cette production. Un logisticien nous a fait confiance très récemment et depuis l'article du Républicain Lorrain ce matin, nous avons déjà des contacts avec des agriculteurs et d'autres entreprises pour ajouter des panneaux solaires sur le territoire. Mais on a également d'autres communes du groupe Omega qui sont intéressées et qui développent aussi la même énergie. Ça se passe comment ? C'est vrai que c'est difficile d'attirer, justement attirer ces entreprises vers ces panneaux solaires. Alors il est vrai que les entreprises locales de distribution ont une histoire et on sait auprès de nos concitoyens, nos partenaires publics qui sont également nos actionnaires, les collectivités, porter la transition écologique. On entend beaucoup aujourd'hui sur la transition écologique. Il n'est pas tout de parler, il est important de faire. Et c'est ce que fait Omega avec ses collectivités. Et c'est la confiance que nous ont apporté nos 2 maires fondateurs, Éric Meunier et Lionel Fournet, en 2019 à la création d'Omega. Et aujourd'hui, il faut faire, et l'ELD, l'entreprise locale qu'on est le couteau suisse de la collectivité pour pouvoir aménager le territoire. C'est un peu ce qu'est EDF pour l'État, mais on l'a au niveau local. Le pôle thermal d'Amnéville, la piscine d'Agondange, alimentée par le réseau de chaleur urbain aussi. L'autoconsommation, c'est un vrai défi pour l'avenir. Oui, l'autoconsommation et la mutualisation toujours. Je plaide vraiment pour cette idée.
Si on est sur le concept du réseau de chaleur, oui, effectivement, il y a un projet, et c'est plus un projet aujourd'hui puisqu'il a été acté au mois d'avril, de raccorder la piscine d'Agondange, et par la piscine d'Agondange, le réseau de chaleur d'Agondange. Et c'est un projet qui a été salué par les instances nationales de l'ADEME, considérant que c'est un projet vertueux. Et là, on dépasse non seulement la commune, l'intercommunalité aussi, puisqu'on va sur l'intercommunalité d'à côté. Finalement, l'alliance entre les panneaux photovoltaïques et la centrale et les centrales biomasse, ça forme une espèce d'écosystème viable sur le long terme, et un exemple aussi pour les autres collectivités. Je ne sais pas qui veut répondre. Tout à fait. C'est aujourd'hui, je pense qu'on montre la voie de la transition énergétique et écologique. Il faut que les collectivités s'y inscrivent. Hier, j'étais encore à Paris rencontrer la directrice de l'énergie et du climat avec nos confrères ELD. Elle a dit que les entreprises locales aident et participent à cette transition. On est des moteurs et on aide à l'acceptabilité de ces projets-là auprès des concitoyens et des collectivités. L'énergie était dans le temps centralisée, dans des productions centralisées. La transition fera qu'on aura une énergie qui sera décentralisée, les parcs éoliens, les parcs photovoltaïques, la méthanisation, les biomasses, et on est des vrais aménageurs du territoire. La méthanisation, éolien, on en a très peu parlé, c'est vrai, c'est aussi quelque chose que vous développez beaucoup. On ne développe pas aujourd'hui parce que pour qu'un projet de méthanisation puisse voir le jour, il faut qu'il y ait tous les acteurs, disons, réunis, toutes les conditions réunies. Aujourd'hui, on n'a pas de gisement agricole sur notre territoire, c'est plutôt des territoires d'origine industrielle. Alors voilà, la méthanisation, c'est pas un sujet d'actualité. Non. Et l'éolien, aujourd'hui, avec les anciens couloirs de la BA128, ne sont pas possibles sur notre territoire. Donc les énergies restent le photovoltaïque, la partie biomasse. Et il est vrai qu'avec Patrick, on travaille aujourd'hui sur des sujets peut-être de cogénération avec du bois, de la vapeur, qui sont encore un peu expérimentaux, mais on ne s'interdit rien. C'est la possibilité qu'offre Omega avec nos collectivités. Très bien, merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention et votre venue sur le plateau de Moselle Info. Merci. Avec plaisir. Plaisir. Elle a 14 ans et déjà suivie par plus de 30 000 abonnés sur Internet. Julie, originaire de Moselle, est une jeune activiste écolo, à l'image de la célèbre Suédoise Greta Thunberg. À la maison, à l'école, comme sur les réseaux, elle défend bec et ongle la cause environnementale. Je vous propose de découvrir son portrait grâce à Lucie Philippot. On la surnomme la Greta Thunberg française. Et elle est bien mosellane. À 14 ans, Julie se qualifie comme activiste de l'environnement. Pendant le confinement, elle décide de créer un compte Instagram pour sensibiliser jeunes et moins jeunes aux questions environnementales. C'est vrai que quand on a en face de nous un grand scientifique qui utilise des mots scientifiques extraordinaires, vraiment compliqués, on n'a pas forcément envie de chercher plus, on écoute et on va pas forcément retenir. Alors c'est vrai que j'essaie vraiment de faire, par exemple pour mes posts, le saviez-vous, des contenus assez courts et très simples à comprendre et à retenir. Je me limite à rien, j'essaie vraiment d'aborder le plus de thèmes possible et tant que moi j'y vois de l'intérêt, je continue. Aujourd'hui, son compte cumule plus de 32 000 abonnés. Depuis 2020, elle a entamé une routine zéro déchet qu'elle applique quotidiennement. Mes éponges réutilisables, aussi appelées Tawashi, que je fabrique toute seule. Et alors ça sert à quoi ? Du coup, en fait, c'est des éponges, c'est comme les éponges, c'est pour remplacer les éponges. Et ça, c'est fait avec des collants usagés, des chaussettes. Et du coup, ça permet déjà de ne pas les jeter. Et c'est vraiment réutilisable à l'infini, on peut même le mettre à la machine. Quand elle n'est pas sur les écrans à faire passer des messages, Julie retrouve les bancs de l'école. C'est une des ambassadrices du développement durable dans son collège, pilotée par sa professeure de sciences et vie de la Terre, qui salue son travail sur les réseaux sociaux. Il est déjà très bien fait, elle met tout un tas d'informations sur le développement durable, des petites choses aussi à savoir, le saviez-vous, sur des animaux, des végétaux. Comme elle fait partie des éco-délégués, peut-être qu'elle se sert des fois de ce qu'on voit en classe, en club éco-délégué. À l'avenir, Julie souhaite que la gestion des réseaux sociaux devienne son métier et qui sait peut-être, elle pourra faire perdurer son compte Instagram. Côté culture, le centre Pompidou-Metz a atteint un nouveau record avec 4,5 millions de visiteurs. L'étude barométrique des publics 2022 témoigne notamment du retour des touristes étrangers à Metz.
Enjeu de taille également pour toutes les institutions culturelles, l'âge moyen des visiteurs du centre Pompidou-Metz a rajeuni de 10 ans, passant à 37 ans en 2022 contre 47 ans en 2018. Ainsi, un tiers du public de l'établissement a moins de 25 ans. Et puis en termes de retombées économiques, depuis son ouverture en 2010, le centre Pompidou-Metz a généré près de 168 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'économie locale, notamment la restauration, l'hôtellerie et le commerce. Ça y est, on connaît les noms des 8 candidates en liste pour la couronne de la reine de la Mirabelle 2023. La première, vous allez la voir, Hermeline Laval est une conseillère dans une banque. Alice Muller, ensuite assistante pédagogique. Vient Cindy Corr, professeure d'EPS. Puis Emeline Oé, qui travaille dans le développement durable. Théa Skunka, je ne sais pas si je prononce bien, une jeune assistante de direction. En 6e position, Orlane Théophile, animatrice radio. Cassandre Nus, professeure. Et on finit avec la Benjamine du groupe Lola Sarig, caissière. Le concours aura lieu lundi 19 août à 20h30 sur nos antennes. Comme chaque mercredi, Alicia Hublot vous invite à ouvrir la boîte à malice. Au programme aujourd'hui de la musique néoclassique avec le pianiste-compositeur Vincent Sirpe, mais aussi de la littérature avec le dernier roman du rocker Pierre Hanaud, Danse sur le feu du trapèze, paru chez Confident Noir. Un livre vivant, rythmé, à l'image de son auteur. Écoutez-le. Je peux définir le style que j'emploie, quoi. C'est-à-dire, je suis incapable d'écrire un bouquin de 600 pages, ça c'est vraiment une mission impossible pour moi. Donc je suis tout le temps à dégraisser. Alors mon personnage, il est un petit peu comme ça. J'essaye, je vais pas passer 10 pages pour décrire son intérieur, mais j'essaye de le résumer en quelques phrases. C'est un type qui est paumé. C'est un type qui est largué, qui non seulement est largué dans la société dans laquelle il essaye de se dépatouiller, mais aussi dans ses histoires d'amour et ses amitiés. Un entretien à retrouver en intégralité à 19h dans la boîte à malice ou sur notre site moselle.tv. On clôture avec l'image du jour, vous l'avez sûrement remarqué si vous avez l'habitude de lire chaque jour Le Républicain Lorrain. Sa charte graphique a évolué pour améliorer notamment sa lisibilité et le confort de lecture. C'est le directeur artistique spécialisé dans les évolutions graphiques des médias et notamment de la presse écrite, Quentin Leeds, sud-africain basé en France. Avec cette nouvelle charte, il propose un graphisme dans l'air du temps, au charme anglo-saxon, élégant et facile d'accès. Nous vous laisserons vous faire vos propres avis. Voilà, c'est la fin de Moselle Info. Merci pour votre fidélité. Pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, la météo, puis on se retrouve dans un instant pour le face-à-face. Enfin, 19h, place à la boîte à malice. Excellente soirée sur notre antenne.